Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à nos conférenciers, bonjour à l'ensemble de ceux qui nous rejoignent dans le cadre de ce webinaire. En premier lieu, je vais vous présenter nos intervenants. Nous allons commencer donc par Madame Salima Yenbou, qui est députée européenne, groupe Les Verts, Alliance Libre Européenne. Je vous donnerai donc la parole quand j'aurai fait le tour des trois invités pour que vous vous présentiez. Vous aurez 3 minutes pour cela. Comme tous les autres intervenants, à l'issue de quoi notre ami Jean-Claude Véniel prendra la parole. Donc nous avons ensuite Jean-Jacques il représente le mouvement des foyers ruraux. Il est par ailleurs directeur du pôle culturel régional des arts, de la parole et des écritures contemporaines, structure qui est portée par l'Union régionale des foyers ruraux de Poitou-Charentes. Bienvenue Jean-Jacques aussi. Et nous avons Jean-Claude Véniel. Jean-Claude Véniel est un homme qui a plusieurs cordes à son arc aussi, puisqu'il est chargé, attaché culturel pour la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, mais par ailleurs, il est président des cinémas d'art et d'essai du Lot-et-Garonne à travers une structure qui s'appelle Écran 47 et ce métier-là. Donc, bienvenue à vous trois. Nous allons évidemment aborder tout ce qui tourne autour de la culture et de ce que fait l'Europe pour cela, mais nous allons aborder aussi, par le biais de Jean-Jacques Éperon, la question des droits culturels, qui est une question fondamentale. Il faut bien évidemment faire le distinguo entre ce que l'on appelle l'accès à la culture et les droits culturels. Et pour cela, Jean-Jacques vous expliquera précisément de quoi il s'agit. Nous avons la chance, au niveau de l'Union européenne, d'avoir de nombreux fonds à disposition des structures culturelles de toute nature. Nous avons, par exemple, Eurimage, qui a été créé en 1900 environ. Nous avons Cultura 2000 qui a soutenu pendant des années tout ce qui tournait autour des musiques et des traditions. Et il y a eu pendant 3 ans un soutien de plus de 500 000 euros par an pour soutenir une action qui a été menée pendant donc 3 ans avec 17 pays de l'Union européenne. Nous avons le prix Luxe, dont parlera tout à l'heure notre ami Jean-Claude Véniel. Nous avons Europavox, qui existe depuis 2006. Europavox, qui a pour vocation de soutenir la diversité musicale. 2020, qui a mis à disposition 1,4 milliard pour promouvoir la diversité culturelle et linguistique. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre d'outils à la disposition de la culture. Bien, j'en ai assez dit, la parole vous appartient maintenant. Simplement pour vous dire que nous sommes Maison de l'Europe du Lot-et-Garonne, centre d'information Europe Direct. C'est une vieille institution qui est presque aussi vieille que les institutions européennes et qui a pour vocation de diffuser de l'information, de travailler sur la citoyenneté et qui par ailleurs dispose d'un centre de formation linguistique avec une quinzaine d'enseignants, de formateurs. Courtoisie, je vais donner la parole à Salima, donc députée européenne pour le groupe des Verts, afin qu'elle se présente. Vous avez 3 minutes, Salima. Bonjour. Bonjour, bonsoir plutôt même. Bonsoir à tous les auditeurs qui sont nombreux et auditrices. Alors donc je vais me présenter rapidement. Donc je suis députée, c'est mon premier mandat. J'ai fait avant cela toute ma carrière dans l'éducation nationale, d'abord comme professeure des écoles, ensuite formateur, directrice, et j'ai juste avant d'être élue, j'étais je sais plus, principale d'un collège et à l'Europe, j'ai choisi de manière très naturelle la commission culte. J'expliquerai un petit peu pourquoi.
Et puis, je suis aussi membre de la commission Affaires étrangères, de la sous-commission droit et membre de la délégation Euromed. Alors, pourquoi la commission culte? Déjà de manière très naturelle. Pardon? Il y a un souci? Non, c'est Madame Sicurel qui est apparue et qui vient d'arriver. Bienvenue à vous. Et donc, pourquoi la commission culte? Donc, de manière naturelle par mon parcours professionnel, évidemment, mais surtout, et c'est ça que je voudrais développer, de son manque de culture. L'Union sait aujourd'hui qu'elle est mortelle. On en a vu une part avec le Brexit. Et pour survivre, je suis persuadée que ce ne sont pas les multiples marchés économiques avec le monde qui pourront la sauver. En faisant mienne de la formule faussement attribuée à Jean Monnet, mais bon, ça reste un détail, si c'était à refaire, je recommencerais par la culture. Je pense qu'il est temps justement de réfléchir à cette lente mort qui guette l'Union dans un contexte de rejet des institutions qui nous gouvernent. L'Europe n'a pas construit un sentiment d'appartenance commun à l'ensemble des Européens. Aujourd'hui, je vous poserai la question, qui se sent aujourd'hui européen avant d'être une alliance militaire ou une entité économique, doit être une communauté culturelle dans le sens le plus élevé du terme. Mais au lieu de tout cela, l'Union européenne s'est contentée de quelques valeurs communes, comme la démocratie représentative, la loi, la justice sociale et les droits de l'homme qui aujourd'hui, en plus, sont bafoués à l'intérieur même de l'Union. Donc, il a fallu attendre Maastricht, lorsque l'Union a été bousculée dans ses fondements par le peuple pour introduire un peu de culture. Et ce déjà trop peu de culture s'est vu diminuer financièrement, mais aussi philosophiquement, de mandat en mandat. Quid de l'appartenance? Quid de la souveraineté culturelle et numérique face aux grands groupes étrangers qui nous siphonnent notre culture? Quid d'une vraie politique culturelle centrale de l'Europe? On poursuit aujourd'hui vers une construction encore plus libérale et encore plus consumériste. Ok. Je pense que, juste 2 mots, nous n'avons jamais eu autant besoin de culture que pendant le confinement. Et les acteurs de la culture ont répondu présent durant les 4 mois de confinement. Qu'aurions-nous fait justement sans les littératures, sans cinéma, sans poésie, sans les séries? Donc, il est primordial aujourd'hui de rassurer, réinventer, mais plutôt de survivre. Voilà ma vision. Merci Liana. Bienvenue donc à Salima. Bienvenue à Liana Sicurel. Donc Liana Sicurel, bonjour. Vous êtes députée européenne pour le groupe Renew Europe qui regroupe pour la France la République en marche. Voilà. Donc merci d'avoir accepté de participer à ce débat tout d'abord. Et puisque je viens de vous présenter, je vais vous donner la parole de suite. Vous avez 3 minutes pour vous présenter et nous dire votre vision rapidement de ce que vous pensez. Arrivé un peu étrange parce qu'on passe toutes nos journées et nos soirées sur Zoom et puis tout d'un coup, j'avais plus ni vidéo ni micro. Donc voilà, donc je les ai récupérés de manière un peu bruyante pendant que ma collègue parlait, donc toutes mes excuses et je suis ravie d'être avec vous. Donc écoutez, moi je suis Liana Sicurel, donc je suis nouvellement députée, c'est mon premier mandat au sein de Renew Europe je pense que ce qui nous rassemble ce soir, c'est probablement 2 sentiments. D'abord, évidemment, un attachement à la culture. Simone Veil, non pas la femme politique que j'admire beaucoup et qui m'inspire comme nous tous, mais Simone Veil, la philosophe, qui disait qu'elle avait pris conscience de son attachement pour la France et même d'une certaine tendresse pour la France au moment dans les années 40 où elle a senti que la France était une chose belle, fragile et périssable. Et je crois que c'est un petit peu ce que nous ressentons par rapport à l'Europe.
nous sentons bien que l'Europe est à un moment décisif de son histoire et que devant la crise devant laquelle nous sommes, elle va sortir soit très optimiste. Et je suis convaincue que nous allons sortir renforcés de cette crise. Mais en même temps, je crois qu'il faut prendre très au sérieux ce moment dans lequel nous sommes. Et je pense que ce qui nous rassemble tous ce soir, c'est aussi le sentiment que la culture n'a pas toujours la place qu'elle devrait avoir, tout à fait essentielle dans le projet européen. Je pense que nous partageons un sentiment de frustration parce que on parle toujours beaucoup d'Europe, on parle toujours beaucoup d'Erasmus au moment des campagnes électorales, et au moment où on bâtit déçus en tant que parlementaire fortement engagé pour la culture, et dans laquelle j'inclus évidemment l'éducation, dans laquelle moi je suis extrêmement active également. Nous sommes déçus par le budget qui nous est proposé. Donc moi je veux tout de suite vous dire ce soir que ma conception d'abord de ce dialogue avec les citoyens, c'est que c'est essentiel qu'on soit en lien. C'est pour moi très important de vous écouter. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes parmi le public qui sont engagées professionnellement pour le cinéma, pour les festivals de musique, ou qui sont d'ailleurs en tant que citoyens appréciant la culture aussi comme une nécessité en fait que nous soyons capables, nous autres donc parlementaires, d'être votre porte-parole pour dire combien il est important que le budget pour la culture soit renforcé, et de pouvoir précisément parler de la culture comme une nécessité absolue dans ce qui fonde notre identité et ce qui justifie le projet européen, mais aussi comme un élément d'une industrie, de gens qui en vivent et qui ont besoin d'être soutenus pour que cette liberté de création qui est au cœur de ce qui fait la spécificité du modèle européen présentation. Nous allons passer maintenant à Jean-Jacques Epron, donc, qui représente les foyers ruraux et surtout qui est directeur du pôle culturel régional des arts de la parole et de l'écriture contemporaine. Jean-Jacques, vous avez 3 minutes. Et les premières questions arrivent, donc Jean-Claude prendra le relais ensuite quand je l'aurai présenté. Oui, bonsoir à toutes et tous. Et puis d'abord, en premier lieu, je voudrais remercier la Maison de l'Europe du Lot-et-Garonne et en particulier son président Didier Delanis et collègues du Césaire, du Conseil économique, social et environnemental Nouvelle-Aquitaine, pour cette invitation à participer à cette conférence en ligne. Et comme vous, mesdames les députées, je pense qu'il est urgent, important de remettre la parole entre nous. Cette parole siège au Conseil économique, social et environnemental au titre de la Confédération nationale des foyers ruraux, et je suis membre de la commission vie sociale, culture et citoyenneté. C'est à ce titre du reste que je me suis impliqué sur le rapport sur les droits culturels et les pratiques en amateur, rapport impulsé, je tiens à le souligner, avec mes collègues Janie Rouget du mouvement associatif, Pancho Echeguin, directeur de l'Institut culturel basque, et Éric Roux du réseau des indépendants de la musique. Au Césaire, au titre de mon organisation, le mouvement des foyers ruraux, je suis extrêmement attaché à la question de faire culture, faire territoire et faire réseau. Et je trouve qu'avec les propos que vous avez tenus, mesdames, je pense qu'aussi ça ouvre cette question sur l'Europe de faire culture avec un S, faire territoire, nos territoires avec toutes leurs différences, et faire réseau parce qu'effectivement, en termes culturels, il y a des filières différentes et comment les uns et les autres nous pouvons faire réseau. Et je pense que c'est une résonance forte avec cette question de politique européenne. D'autre part, comme l'a indiqué Didier Delanis, je travaille depuis 1984 pour le mouvement des foyers ruraux, qui est un mouvement d'éducation populaire et de jeunesse. Et on a bien vu au cours de cette crise ô combien les mouvements d'éducation populaire et de jeunesse étaient importants, que le monde associatif était là aussi pour apporter ce relais important. Et notre objectif, c'est l'animation et le développement des territoires ruraux, en particulier par le
vraie culture où l'accès aux œuvres, mais on est bien dans quelque chose de participatif. On est sur la question des pratiques en particulier. Et vous avez parlé, Madame Sicurel, de l'éducation. Eh bien oui, là aussi, tout le travail d'éducation artistique et culturelle est fondamental pour comprendre le monde qui nous entoure. Voilà. Je suis effectivement actuellement directeur de l'Union régionale des foyers ruraux du Poitou-Charentes et de ce pôle culturel régional des arts de la parole et des écritures contemporaines. Et à ce titre, nous accompagnons des artistes en résidence, des auteurs qui, effectivement, pendant cette période de confinement et de déconfinement, ont subi de plein fouet cette crise. Et je pense qu'il y a matière à les uns et les autres à s'interroger sur ces questions-là. Nous animons des ateliers de pratique en amateur et nous accompagnons Pancho Echeguen, qui je crois ce soir et participe à cette conférence, et également le Festival interculturel du conte de Montréal, parce que je mets au cœur de notre action, on met au cœur l'interculturalité, et je crois qu'aussi ce qui fonde une politique culturelle, notamment à l'échelle européenne, c'est bien cette question de l'interculturalité et des droits culturels. Et puis bien sûr, mon appétence pour les questions européennes, je suis membre d'un comité de programmation des crédits leaders sur mon territoire. Et puis en 2014-2015, j'ai co-organisé avec plusieurs acteurs en France une action financée par le programme Erasmus qui visait à valoriser les pratiques artistiques des femmes entre la France, la Hongrie et la Lituanie. Je crois que ce qui est important, effectivement, c'est que la culture, c'est faire humanité au-delà de la langue, au-delà des frontières, et qu'est-ce qui nous anime les uns et les autres par rapport à cette culture qui fédère. Voilà. Et puis tout à l'heure, j'aborderai un peu plus précisément la question des droits culturels, mais nous sommes déjà au cœur des droits culturels ce soir. Ok, merci Jean-Jacques. Et enfin, donc Jean-Claude Véniel qui est le président d'Écran 47, qui fédère en fait l'ensemble des cinémas associatifs d'arrêt d'essai du Lot-et-Garonne, et qui est donc par ailleurs attaché culturel pour la Maison de l'Europe. Jean-Claude, je crois que tu voulais parler entre autres du prix Luxe et de quelques idées que tu as sur le sujet. Donc présente-toi et n'hésite pas à lancer ces premières sur des questions qui arrivent du public qui nous regarde, de manière à ce que nos intervenants puissent donner leurs sentiments, répondre à ces questions. Ou, voilà. À toi, Jean-Claude. Merci Didier. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, j'ai eu une carrière, naturellement. J'ai travaillé en psychiatrie pendant 20 ans. Et après, j'ai fait un tout petit pas pour aller à l'éducation nationale. Entre la psychiatrie et l'éducation nationale, il y avait un tout petit pas que j'ai franchi. Je n'étais pas trop dépaysé. Bon, je ferme la parenthèse. Ce que je voulais dire, c'est qu'ensuite, naturellement, je me suis beaucoup occupé de cinéma, de théâtre et de cinéma, bien. J'ai retenu 3 choses. Il y en a beaucoup, naturellement, mais j'ai retenu 3 points. D'abord, il y a le premier point, c'est les fameuses capitales de la culture européenne. Tous les ans, ça change. C'est important, mais j'allais dire, c'est un peu lointain pour tout le monde, mais c'est important. Ensuite, vous avez quelque chose qui est un petit peu plus compliqué, c'est le portail numérique qui réunit tout le patrimoine européen. Donc, c'est un portail où tout le monde peut aller pour connaître le patrimoine européen. Et moi, j'ai retenu le 3e point qui me touche naturellement, c'est le prix Luxe. Alors, en 2 mots, le prix Luxe est un prix cinématographique qui est décerné par le Parlement européen. Et à qui de droit. Il y a eu des films magnifiques, ce qui prouve le bon goût de nos députés, vraiment, parce qu'il y a eu vraiment des choses absolument magnifiques et qu'il fallait trouver, je veux dire, ça prouve quand même qu'il y a une réflexion autour de cela. Et le cinéma a cette chose
de fondamental, c'est que ça touche tellement les gens. Vous avez un cinéma, prenons en France, il y a quasiment 2500 cinémas. Alors, juste pour ne pas vous abreuver de chiffres, mais c'est pour vous dire à quel point le cinéma touche le monde. Hein. Par exemple, le Royaume-Uni, alors ce sont les chiffres de 2017-2018, hein. C'est les chiffres que la Fédération nationale des cinémas français nous ont communiqués. 200 millions, hein, nous sommes les premiers en Europe. L'Italie, 112 millions, hein, l'Allemagne, 121 millions, l'Espagne, 102 millions. Vous voyez à quel point le cinéma touche les gens. Touche les gens. Et je voulais dire, concernant justement ce qu'on appelle Europa Cinéma, c'est-à-dire qu'il y a un label. Il y a un label qui est donné à certains cinémas parce qu'il faut un effort sur le cinéma européen. Alors, c'est assez complexe, je dois l'avouer. Il faut avoir un certain nombre de films européens pour avoir des subsides, mais je crois qu'il faut aller au-delà des subsides. Je crois qu'il faut impérativement, parce qu'il y a un cinéma quasiment, j'allais dire, à chaque coin de rue, c'est exagéré. Que le prix luxe, qui est souvent, je répète, de très bons choix de nos députés, soit vu par un maximum de gens. Il faut à tout prix que les films européens soient vus par un maximum de gens. Donc il faut peut-être que ce label cinéma européen soit multiplié. Je veux dire, nous on a dans le Lot-et-Garonne, ce sont des petits cinémas de mono-écran. Qu'est-ce que vous voulez qu'on demande à un mono-écran de passer 25% de films européens? C'est compliqué, c'est quasiment impossible. Alors je pense qu'il faut raison garder, mais que les cinémas sont un des vecteurs essentiels, me semble-t-il. Hein? Et il y en a d'autres. Je pense à ce que disait Jean-Jacques tout à l'heure. Hein? Tout le monde, c'est quelque chose, ça coûte 5 € de rentrer dans une petite salle dans le Lot-et-Garonne, 5,20 €, un truc comme ça. Voyez-vous? Et cela, il faut à tout prix élargir cette notion de label. Hein? Il faut à tout prix l'élargir pour que les gens disent, tiens, ben, j'ai un petit cinéma là à côté de chez moi, ben, figurez-vous, il a le label et je vois de très beaux films européens. Mais c'est loin pour les gens. Le cinéma, comme peut-être, je veux dire, ce que disait Jean-Jacques, là, c'est quelque chose qui est à la proximité des gens. Voilà. Merci Jean-Claude. Je vous en prie. Et donc, ce qui serait intéressant dans l'immédiat, bon, vous avez bien compris l'homme de passion que nous venions d'entendre. Agir finalement ce label à plus de salles afin que le cinéma européen aille au plus près des citoyens. Donc là-dessus, sans doute, mesdames les députés, aurez-vous un commentaire à faire, mais peut-être aussi serait-il intéressant que vous nous évoquiez à votre sens, et quelles orientations à venir semblent s'ouvrir devant nous pour la prochaine mandature. Je crois qu'en quelques minutes, si vous pouviez nous donner votre sentiment là-dessus, ce serait bien pour ceux qui nous écoutent. Et ensuite, Jean-Jacques, de nouveau, prendra la parole pour parler par Salima? Mais il faut mettre le micro. Oui, c'est mieux avec le micro, vous avez raison. Donc, vous avez, pareil, 3 minutes à peu près. Oui, je vais essayer d'aller… Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc c'est compliqué. Ouais. Aux interventions des internautes, parce que comme l'a dit ma collègue, ce qui est important pour nous quand on vient ici, c'est effectivement apporter des informations, mais c'est surtout
en prendre pour être au plus près des demandes du terrain et faire notre travail de représentants, puisqu'on est élu par les peuples. Donc, d'être un peu large, mais moi, en tout cas, si j'ai quelque chose à retenir, en gros, c'est que le budget du programme, parce que la culture est surtout financée par le programme Europe Creative, en tout cas pour les secteurs créatifs et culturels, et c'est le seul gros financement il est insuffisant pour avoir une incidence majeure à l'échelle européenne et surtout au niveau du secteur créatif et culturel. Donc, ce programme, il est axé sur 3 sous-programmes. Donc, médias, qui représentent à peu près 56% des financements. Il y a le programme culture, qui représente 30%. Lui représente 13% des financements. Donc, la Commission européenne a reconnu en fait que ce programme était sous-financé malgré son grand potentiel. Le taux de réussite, par exemple, des candidatures qui a diminué d'une période de programmation à l'autre, ce qui montre que les financements sont insuffisants par rapport à l'intérêt potentiel qu'ils génèrent. Un grand nombre en fait de bonnes demandes, quand on analyse ce qui a été refusé, sont rejetées, et compte tenu des initiatives qu'Europe Créative est censée couvrir, son budget n'est pas en mesure en fait de fournir le soutien nécessaire à ce pour faire la différence avec la Commission, a proposé que le budget soit porté à 2 806 milliards pour 2021-2027, donc doublement par rapport à la période précédente. Et ce doublement d'Europe Créative, comme le Parlement européen le demande, est encore plus urgent face à la crise. Donc voici d'un point de vue législatif et budgétaire. Puis ensuite, il y a le point de vue politique. On voit bien qu'il y a plusieurs pendant ces dernières années qu'il va falloir relever dans le futur. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas le temps, mais on peut citer par exemple des défis environnementaux, la diversité, la fragmentation et puis la concentration des secteurs de la culture qui limitent en fait la circulation des œuvres européennes, par exemple, un public et une participation culturelle. Donc il y a des doutes qui s'élèvent quant aux limites de la participation culturelle numérique par opposition à l'engagement culturel physique. Et Jean-Jacques a un peu évoqué notamment les capitales européennes de la culture. L'évolution aussi des conditions de financement et des modèles économiques, il va falloir y réfléchir. Et puis la culture dans les relations internationales. Moi, je suis dans la rassembler les hommes, et ça a été aussi évoqué. Et puis, il y a un autre fonds structurel qui est beaucoup moins connu et qui pourtant participe encore plus au secteur culturel, c'est les fonds structurels et d'investissement qui, eux, ne soutiennent pas directement la culture. C'est un fonctionnement un peu plus particulier. Donc, ce n'est pas leur objectif positif, dans la mesure où la culture est un élément de développement économique et social. Et on sait aujourd'hui que le poids économique de la culture est très important. Et il peut être comparé au poids de l'automobile, par exemple. Et pourtant, les financements sont bien moindres que la culture. On estime, par exemple, que ces fonds ont consacré 9 milliards d'euros, et je termine, pour la période. Donc, en un mot, il va falloir aller chercher beaucoup de moyens. Avec les dents. Merci. Désolée.
Liana, si vous voulez à votre tour intervenir sur le sujet, vous avez Oui. 3-4 minutes aussi. D'accord. Oui, en effet, ce qui est toujours compliqué, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de choses. Moi, ce que je dirais, c'est que je confirme, en fait, puisqu'on a beaucoup disait 56, c'est qu'on a plus de la moitié, en tout cas, qui est consacrée au programme média, hein, qui couvre donc tout ce qui est autour du cinéma. Donc, le cinéma est quand même bien considéré. Que dans les prévisions qui sont proposées, hein, et on espère que ça ira plus loin, on a là encore une part importante. Donc, au sein d'Europe Créative, ce qui est proposé aujourd'hui, c'est un budget de 1,8 qui est très en deçà de et qu'aujourd'hui, on est dans les propositions de la Commission autour de 1,8. Donc, on est très en deçà. Dans cette répartition, il y aurait 1 milliard pour médias, 609 millions pour culture, hein, tout ce qui est autour des festivals et du partage, et il y aurait ensuite le reliquat pour tout ce qui est soutien des investissements au cinéma tout à fait essentiel. Alors, je voudrais quand même venir au secours de la Commission parce que c'est sûr qu'on va se battre et que dans les questions aussi, vous allez nous donner des raisons encore supplémentaires de nous battre. Mais il y a aussi, il faut reconnaître que la Commission a eu une certaine réactivité par rapport à la crise, qu'il y a eu notamment des assouplissements, une flexibilité dans les aides d'État, hein, qui a concerné aussi le monde culturel, qui a eu 37 milliards aussi au monde culturel. Donc, on a eu quand même une mobilisation. Je dois dire que Renaissance s'est particulièrement mobilisée pour que, tant que nous avons encore des questions et que nous sommes en train de négocier sur le budget, que rien ne s'arrête. Hein, ça, c'est quelque chose d'important parce que on a obtenu, et je dois dire que la délégation Renaissance a été très active là-dessus pour qu'il y ait une continuité. Hein, c'est-à-dire que le monde culturel, comme les autres secteurs qui sont financés par l'Europe, n'auront pas d'interruption dans leur financement. Donc ça, c'était un point auquel on tenait particulièrement. Et ce que je voulais aussi partager avec vous ce soir, c'est que on est au sein de la commission culturelle. Donc vous avez les groupes qui sont représentés et Renew des Verts dans lesquels nous n'allons pas tarder à venir, donc vous solliciter pour que vous vous joigniez, si vous le souhaitez, à notre initiative, c'est de souligner en fait l'importance de la culture parce qu'on trouve que dans ce moment de reconstruction, où on parle de recovery plan, hein, de plan de reconstruction, on n'entend pas beaucoup le mot culture. Il a été identifié comme l'un des écosystèmes à prendre en compte, mais on considère qu'il faut se battre. Et donc, je vous l'annonce parce que ça vient d'être adopté aujourd'hui même par notre groupe et on va aller vers les autres groupes pour leur proposer de se joindre à nous. Et je vous donne des exemples. Ce serait de s'assurer que le mécanisme SURE de réassurance ouvert à tous les agents de la culture. On sait qu'il y a un problème avec les indépendants, donc on propose aussi 55 milliards pour les travailleurs indépendants du monde de la culture et du tourisme, hein, pour faire face. D'une manière générale, on demande un budget culture qui s'élèverait à 1% de l'ensemble du budget européen. Et il y a un certain nombre d'initiatives comme de valorisation du patrimoine. Je peux pas rentrer dans le détail. Et vous savez qu'on prépare une conférence sur l'avenir de l'Europe et on demande à ce que justement l'identité culturelle de l'Europe ait toute sa place, qu'on ne parle pas seulement d'économie et de social, c'est essentiel, hein, le social ô combien en ce moment, mais on considère qui est cette conférence sur l'avenir de l'Europe pour refonder quelque part cette Europe parce qu'on est dans un moment de refondation. Merci Liana. Nous allons passer à Jean-Jacques Éperon qui va nous parler des droits culturels. Il faudra sans doute tout à l'heure, mesdames les députés, que nous revenions sur un point. Vous savez que nous avons en France un système particulier sur l'intermittence dans le cadre de la culture. Et j'ai des questions à cet égard concernant
l'aide aux salariés. Vous avez pour partie répondu, Madame, enfin Yana, mais peut-être donner des puisse savoir s'il y a quelque chose de particulier pour les travailleurs du spectacle et notamment pour ces intermittents. Jean-Jacques, si tu veux nous parler peut-être, et puis commenter, hein, tu es là pour ça aussi, sur les droits culturels, car il s'agit là de quelque chose de majeur. Rappelons quand même que la culture, ça a été évoqué de ci, de là, c'est un vecteur de paix et de coopération et que ça contribue sans aucun doute aux équilibres nécessaires pour qu'une Union européenne puisse se tenir debout. Jean-Jacques. Oui, il y a une forte résonance entre, je crois que c'est Madame Sicurel qui parlait européenne et les droits culturels. Et puis je rajouterais ce qu'a dit Jean-Claude, la question de la proximité culturelle qui donne du sens aussi, me semble-t-il, à toutes ces questions. Quand on parle des droits culturels, de par leur origine, de par leur conception, je pense que ça, c'est des choses vraiment qui sont marquantes. Et je m'appuierai entre autres sur les travaux du Césaire Nouvelle-Aquitaine, puisque nous avons pendant 1 an et demi travaillé sur cette question-là. Et Salima parlait de poésie tout à l'heure. Je ne résiste pas à l'envie de citer Aimé Césaire qui dit la chose suivante: la culture, c'est tout ce que les hommes ont imaginé pour façonner le monde, pour s'accommoder du monde et pour le rendre plus digne. Et je pense que dans la période que nous venons de traverser, cette question de dignité me semble être aussi quelque chose à prendre en compte dans les politiques publiques, quelles qu'elles soient. Il n'est pas inutile aussi de rappeler que les droits culturels sont inscrits depuis longtemps dans plusieurs textes fondateurs internationaux, et donc s'inscrivent dans un long processus historique de reconnaissance de la liberté des droits fondamentaux. Déclaration universelle des droits de l'homme, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Déclaration universelle sur la diversité culturelle. Juste, je vous citerai un petit passage de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité culturelle, c'était l'UNESCO 2005, c'est pas très vieux. Quand on parle des droits culturels, on parle de cette chose suivante. Dans les limites qu'impose le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Voilà, je crois que c'est des choses aussi qui donnent un axe aussi, parce que tout à l'heure, vous parliez, mesdames les députés, de la politique à venir. Ben voilà, je crois aussi que c'est le sens, c'est le chemin, c'est la direction. Je pense que là, nous avons des choses intéressantes. Et d'autre part, le pacte international des droits civils et politiques, on parle de dire que toute personne a droit à la liberté d'expression. Forme orale, écrite, imprimée ou artistique. Voilà des petites choses qui me semblent aussi des marqueurs forts de ce que devrait être une politique culturelle en prise, en lien direct avec les droits culturels. Et paradoxalement, les droits culturels n'ont été intégrés dans la loi française que très récemment à travers 2 lois, la loi NOTRe, la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République, donc c'est 2015, puis la loi relative à la liberté de création. Garantie par l'exercice conjoint de la compétence en matière culturelle par l'État et les collectivités territoriales. Ce qui est intéressant, c'est de voir quelle continuité il peut y avoir avec les politiques culturelles au niveau de l'Europe aussi sur ces questions-là. Parce que je pense qu'il ne peut pas y avoir de rupture entre ces questions-là, entre l'Europe, la France, et je pense que ça, c'est important. Et puis pour conclure mon propos, pour être dans les 4 minutes, quelques vous l'avez noté tout à l'heure, c'est la capacité pour toute personne à participer à la vie culturelle en termes de droit. On parle de droit, et je crois que c'est important de remettre cette question du droit. C'est la capacité d'accéder aux ressources culturelles, quel que soit son lieu de vie. Là, on peut parler d'équité territoriale. Je pense que c'est Jean-Claude qui parlait des cinémas de proximité. Eh bien oui, ça c'est un droit fondamental, cette question-là. Et puis comme le disait aussi Didier dans son avant-propos, la de la pratique et être acteur de sa propre culture. Donc, c'est des pratiques en amateur, mais on pourrait aussi prendre en compte tout ce qui est lié aux langues régionales, parce que là aussi, en termes d'identité, ça me semble fondamental aussi. Et puis, c'est faire l'humanité avec les autres cultures dans sa dimension collective. C'est-à-dire que la culture, ce n'est pas simplement je viens consommer personnellement quelque chose, mais il y a bien cette notion de collectif
c'est aussi la question de la démocratie, la culture, l'action culturelle, les droits. Et comment on peut inscrire durablement dans les politiques publiques la question des droits culturels. Alors, il y a un vrai travail d'appropriation, il y a un vrai travail de sensibilisation à faire auprès des élus, mais aussi des acteurs culturels, parce qu'on voit bien, nous, en France, que cette question, même si elle est dans la loi et tout le travail qu'on a fait au Césaire Nouvelle-Aquitaine, on voit bien qu'il y a parfois des complexités de compréhension. Et puis, bien sûr, par rapport à la thématique de ce soir, c'est comment inscrire durablement les Merci Jean-Jacques. Jean-Claude, tu veux poser une question ou dire quelque chose de particulier à cet instant? Juste dire quelque chose. Je crois que tout le monde a bien compris, Jean-Jacques, Salima et Diana, sur la proximité. Et pour moi, c'est fondamental. Alors bien sûr, j'ai parlé et ce qui va nous réunir, ce qu'a très bien dit Salima au départ, c'est vraiment ce besoin d'être ensemble et de se comprendre. Et ça, cette proximité-là, il faut arriver à trouver quelque chose. Il faut arriver. Ok, merci Jean-Claude. J'imagine que tu vas peut-être évoquer, Jean-Jacques, important de ce que sont les droits culturels et du droit que cela génère. Mesdames les députés, je vais à nouveau vous donner la parole. J'avais évoqué tout à l'heure la question des intermittents du spectacle, spécificité tout à fait française en Union européenne, mais surtout, au-delà de cette spécificité qui en d'ailleurs, pouvez-vous nous dire, en termes d'aide au secteur, aux salariés du secteur culturel, si l'Europe a fait quelque chose d'important au cours de cette période du Covid qui a quand même impacté plus particulièrement la culture que d'autres secteurs, mais enfin tout le monde a été impacté, mais la culture en particulier, puisque jusqu'à ce jour, les acteurs, les cinéastes, les chanteurs, enfin tous ceux qui participent à cette chose merveilleuse qu'est la culture n'ont pas pu s'exprimer. Et donc, il y a des conséquences financières et pour leur structure, quand ils dépendent de structure, et pour eux-mêmes. Qui ont été nationales. Il faut rappeler qu'il y a une prolongation des droits des intermittents jusqu'à fin 2021, donc ça c'est quelque chose d'important. Je pense que c'est un peu difficile de répondre parce qu'on est en train de construire les réponses. Et ce que je disais tout à l'heure, qui était en tout cas un combat dans lequel j'espère les Verts nous rejoindront, qui sont de bien s'assurer que ce mécanisme de réassurance chômage qui s'appelle SUR, va bénéficier au monde culturel. Et on a bien souligné qu'en fait, comme un certain nombre des acteurs du monde culturel sont souvent des indépendants, l'idée, c'est justement de mobiliser un fonds important de l'ordre de 55 milliards. Mais c'est vrai que les formes de travail dans le cadre du monde culturel soient couverts par ces mécanismes d'aide qui sont absolument essentiels. Moi, je pense qu'il faut, je vais rebondir avec ce qui vient d'être dit, je crois qu'il y a un droit à l'éducation et il y a un droit à la culture, et tout cela, ça conduit en fait à la citoyenneté. La citoyenneté, qu'elle soit française ou européenne, mais au sens de cité, de cette participation à la culture, à l'attachement à la démocratie, ça n'est pas quelque chose de naturel. Il faut qu'on pense à cette transmission aux générations qui viennent. Moi, j'ai un chiffre qui m'a bouleversée, c'est que si vous regardez, ça n'a pas été fait en France, mais aux États-Unis, si vous
répond que c'est absolument fondamental que les États-Unis s'inscrivent dans un cadre démocratique. Et si vous passez à la génération post-2000, née après l'an 2000, eh bien, on est à 25% qui considèrent que c'est important. Donc, il y a il faut savoir, la démocratie n'est pas éternelle. On est garant, en fait, d'un système qui repose sur l'éducation. Et je crois que tout ce qui a été dit ce soir sur l'éducation artistique et culturelle, pour moi, est absolument essentiel. Bien sûr, pour consolider notre sentiment d'appartenance à la culture européenne, c'est très important, je pense qu'il faut le bâtir ensemble, mais aussi comme accès à la citoyenneté. Moi, j'y suis très attachée, c'est un de mes combats, c'est que l'accès à la culture, c'est pas quelque chose en plus. C'est le texte, lire les textes, faire du théâtre, accéder à une œuvre d'art, s'exprimer, parce que tout à l'heure ça a été dit, l'importance aussi de l'expression et artistique. Tout cela, c'est absolument essentiel pour construire la citoyenneté et ça ne doit pas être considéré comme quelque chose en plus. C'est quelque chose qui doit être donné, c'est un droit, effectivement, c'est un droit et c'est notre devoir de l'assurer pour les jeunes générations parce que sinon, on risque vraiment de se réveiller avec un goût amer, de ne pas avoir fait ce qui relevait de notre responsabilité. Et j'ai eu l'occasion d'échanger avec le ministre Riester qui était extrêmement intéressé à l'idée de faire de l'éducation artistique et culturelle un des éléments centraux de la contribuer. Merci. Salima, je vous donne une petite parenthèse, je vois une question apparaître concernant les aides et le financement aux expositions. Alors, on a parlé cinéma, théâtre, chant, etc. Mais il est vrai qu'il y a tellement de diversité dans les formes d'expression culturelle que certains veulent être certains, sans aucun doute, qu'ils peuvent aussi bénéficier de supports par la Commission, les peintres, donc les dessinateurs, etc. Alors on sait par exemple que le Festival d'Angoulême sur les bandes dessinées est soutenu par l'Union européenne, mais au-delà, sans doute, y a-t-il d'autres possibilités? Salima? La précédente et éventuellement, si vous avez un commentaire à faire sur celle-ci, n'hésitez pas ou ce sera D'accord. votre commentaire. Donc, oui, donc effectivement, l'Europe a répondu à la problématique du Covid et les conséquences sur le secteur culturel. Il y a le dispositif, le nouvel instrument européen sûr dont ma collègue a parlé, qui est une initiative européenne et pas juste d'un groupe politique, parce que je crois qu'aujourd'hui, je suis là en tant que députée qui représente tous les Européens et pas juste mon groupe. $7 milliards au titre de la politique de cohésion qui renforceront les systèmes de soins de santé, mais soutiendront aussi les PME, les mesures de chômage partiel et les services de proximité qui vont servir aussi aux services culturels. Donc, on est sur des mesures d'ordre général qui vont avoir des conséquences dont le service culturel pourra bénéficier et pas des mesures très, très spécifiques à la culture. Donc, il y a un nouvel encadrement, mais ma collègue en a parlé, temporaire des aides d'État. Et puis, en faveur de la cohésion des territoires européens et qui s'adresse aux secteurs économiques les plus touchés par les conséquences de la crise, dont la culture et le tourisme font partie et qui parfois sont liés. Et d'ailleurs, je pense que ça serait bien qu'elles soient liées plus souvent. Par rapport aux aides, aux différentes aides, il n'y a pas de limitation sur la culture. La limitation, c'est en fait les fonds, tout simplement. Et c'est pour cela qu'il faut absolument qu'on se batte pour que la Commission tienne sa parole de multiplier par promis avant qu'elle soit mise en place et avant l'élection. Donc, même s'il y a eu entre-temps le coronavirus, des promesses ont été faites et on ne veut pas que le coronavirus vienne dire qu'il faut faire autrement et qu'on ne pourra pas multiplier par deux. Je pense que c'est très important et ça répond à la question de l'internaute.
pour que beaucoup de projets arrivent à obtenir des financements et existent. Et là, moi, je partage complètement le fait que la culture doit être partout. Plus de 5000 personnes et peut-être développer des petits festivals qui vont profiter au plus grand nombre et aller jusqu'aux gens qui ne sont pas touchés par la culture aujourd'hui. Donc vraiment emmener la culture dans les foyers. Et pour cela, il faut forcément le nerf de la guerre, c'est quand même les moyens. Très bien, merci Salima. On parle souvent de la Commission européenne, néanmoins, le Conseil européen a une grande responsabilité dans les décisions qui sont ensuite prises. Et je rappelle quand même que ou des propositions de la Commission, c'est souvent le Conseil européen qui fait la pluie et le beau temps, pour ne pas dire le mauvais. Excusez-moi. Oui, Yana? Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que le Conseil européen fait parfois le mauvais temps, mais là, je voulais quand même souligner, parce que finalement, comme les médias ne parlent pas du tout de ce qui se passe en Europe, je voulais quand même me réjouir avec vous de quelque chose qui est totalement nouveau, qui est que justement, il y a eu un appel de la France et de l'Allemagne, donc il y a la reconstruction, c'est pour ça que je vous disais en début que j'étais quand même optimiste, c'est qu'on sent que l'axe franco-allemand sans lequel on n'arrivera pas à aller très loin, est en train de se reconstituer, et que l'une de ces manifestations, c'est cet appel à un emprunt à hauteur de 500 milliards, et ensuite complété par éventuellement 250 milliards. Mais comme c'est très technique, j'aimerais le dire en termes simples, c'est que c'est la première fois que vous avez les pays membres qui vont emprunter ensemble pour pouvoir venir en aide aux secteurs et aux pays qui ont été les plus touchés par le coronavirus. Supplémentaire, il y a un engagement, parce que ça ne passe pas par l'impôt, mais par des ressources propres, notamment par la taxation des GAFA, des géants du numérique. Mais ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a… Donc nous, notre bataille, ça doit être d'abord, on doit attendre, parce que la réponse est dans quelques jours, comme vous le disiez, c'est quand même ce sont les États membres qui forment le Conseil qui vont prendre la décision de répondre à cet appel très fort franco-allemand, de faire cet emprunt important. Et après, nous, notre combat, à Salima et à moi, ce sera de faire en sorte qu'une fois que tout ça se sera acquis, qu'on aura vraiment installé cette dynamique et qui est une part significative de cet investissement commun qui soit accordé à la culture et à la culture dans les territoires. Moi aussi, je me joins totalement à cela et je pense qu'à travers les fonds régionaux financés par l'Europe, on peut faire beaucoup plus dans ce pacte entre les artistes et les écoles. Et je crois qu'il y a un vrai chantier à construire autour de la citoyenneté de nos jeunes et ce caractère totalement essentiel de la culture qui est trop souvent décrit comme je disais tout à l'heure, comme un plus, alors qu'il est au cœur de ce que nous avons à transmettre à notre jeunesse. Ok, merci. Il ne faut pas oublier non plus que ces programmes sont avant tout portés par des coopérations entre des structures, des associations très souvent. Et je crois que c'est majeur de rappeler qu'au-delà de la mise à disposition des fonds, il y a derrière à travers des coopérations au sein des pays de l'Europe, souvent des acteurs qui ne se connaissent pas et qui arrivent à travailler. C'est pour ça qu'il est important que la culture soit soutenue au plus fort. Salima, j'ai vu que vous leviez le doigt. Oui, oui, juste pour deux mots, moi je partage complètement le fait qu'il faille vraiment se battre pour que la culture ait une place importante et même la place qu'elle aurait dû avoir dès le départ au sein de l'Europe. De la survie de l'Europe. Donc, mais je suis un petit peu moins optimiste. Pourtant, je suis assez optimiste de nature. Mais moi, en tout cas, avec mes petits yeux de personnel de direction de l'éducation nationale, quand je suis arrivée, j'ai été très surprise
de voir que finalement la culture était, et la commission culte était le parent pauvre de l'Europe. Et aujourd'hui, avec ce que la Commission propose et ce que le Conseil aussi propose, je crois que je ne me suis pas trompée de cette première analyse. Mais réellement et énormément, parce que de toute façon, depuis que la culture est arrivée avec ses petites mains, avec ses petits moyens à l'Europe, on a cessé de diminuer ses moyens. Et aujourd'hui, derrière le Covid, on entend entre les lignes que ce ne serait pas une priorité, comme d'ailleurs a été remis en cause le Green Deal, qui n'était pas une priorité au vu de la crise du Covid. Donc, effectivement, il va falloir qu'on se batte sur ce point et que de l'Union européenne, et finalement, enfin, du moins par les citoyens, et finalement, on n'a pas assez de poids pour défendre ce que le citoyen nous a demandé de défendre et ce que l'on fait aujourd'hui en essayant de faire remonter. Donc, j'ai plutôt bon espoir parce que je ne lâche pas l'affaire, comme diraient les jeunes, mais bon, un peu de pessimisme parce que la réalité est là quand même. D'accord. On nous rappelle d'ailleurs qu'à l'origine, il y a eu la Convention culturelle européenne qui a été signée en 1950. À Jean-Claude et à Jean-Jacques en suivant, sur la complexité aussi qui est inhérente à la construction de la réponse aux appels à projets, quoi. Je veux dire, pour des petites structures qui ont pourtant bien des choses à dire et qui font vivre la culture au plus près des territoires, la complexité du suivi de ces dossiers et de la construction de ces dossiers est quelque chose qui heurte et qui peut-être freine France en particulier est très tatillonne à cet égard. Et si l'on compare avec d'autres pays, on voit bien que ce sont les États, en l'occurrence, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Ce sont bien les États qui rendent plus ou moins complexe l'accès donc à ces appels à projets et ensuite aux comptes rendus qui doivent en être faits. Donc, on reviendra là-dessus avec nos deux députés tout à l'heure. Jean-Claude, tu voulais prendre la parole? Mets ton micro, s'il te plaît. Tu appuies sur le micro. Voilà. Non, je voulais effectivement appuyer sur ce que tu viens de dire, et c'est une question d'un internaute que je vais vous donner comme cela, mais tu l'as déjà dit, mais je sens qu'il faut le redire. Ne faudrait-il pas simplifier les procédures pour obtenir des aides afin que les petites structures puissent en bénéficier? Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, ça, c'est une idée qui me semble intéressante et qui émane là de quelqu'un. Ça émane de l'Italie. Et ça me semble intéressant comme idée. Un directeur d'un théâtre italien a dit, eh bien, alors je ne saurais pas le dire en italien, mais je vais vous le dire en français. Je ne suis pas inutile. Hein? Et la Commission européenne pourrait lancer une campagne unique pour tous les pays pour défendre la culture. Je ne suis pas inutile. Vous voyez? Ouais. Merci Jean-Claude. Jean-Jacques, et ensuite nous repasserons la parole à nos deux députés. Oui, moi très rapidement, une petite intervention pour dire que la convention dite de Faro, qui est aussi importante sur ces questions de culture et qui a été pilotée par le Conseil de l'Europe, prend en compte les droits culturels dans les politiques publiques. Je crois qu'on a quand même, notamment par rapport à nous, les acteurs, pour pouvoir relier toutes ces questions-là. Moi, je voudrais aussi juste dire qu'on n'oublie pas, parce que l'intitulé ce soir, c'est la crise Covid. Vous l'avez dit, Salima,
la crise Covid a démontré deux choses, c'est que le poids de la culture est important. Alors, moi, j'ai quelques chiffres pour la France, mais au-delà des chiffres, peu importe. Et l'impact de la crise Covid sur le secteur culturel, il a été indéniable. Alors, en termes de continuité, en termes de compensation que peut faire l'Europe, c'est une question, mais l'UFISC, qui est l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles, estime la perte à 1,5 milliard d'euros. 40 000 initiatives culturelles associatives ont été 10 000 emplois permanents qui sont menacés, et puis il y a 680 000 contrats de travail artistique et technique qui ont été annulés. Donc, c'est aussi des chiffres aussi à prendre en compte sur la précarisation de tout le secteur culturel. Et puis, il y a bien sûr il y a l'impact économique, je le rappelle, mais il y a aussi l'impact social, impact sur le travail des artistes, mais aussi sur les opérateurs culturels. On parle des institutions culturelles, les musées, les opéras, mais il y a tout le réseau des associations culturelles qui sont des maillons essentiels de l'action culturelle, le maillage culturel des territoires, du lien entre les publics et les artistes qui ont été impactés. Et puis, il y a la partie de l'iceberg un petit peu qui… Parce qu'effectivement, la culture génère une plus-value économique sur les territoires. C'est important, et bien sûr pour les artistes en premier lieu. Et puis quand je parle de l'iceberg, de la face immergée de l'iceberg, c'est la rédaction d'éducation artistique dans les écoles avec les artistes. C'est Madame Sicurel qui parlait de ce lien important. C'est l'arrêt des créations en cours, parce que les artistes ne pouvaient plus travailler, plus répéter. Et donc là aussi, ça décale ensuite la diffusion des œuvres, que ce soit dans le domaine du cinéma, du théâtre, des arts de la parole, peu importe. Et bien sûr, c'est l'arrêt aussi des pratiques en amateur, et là, au cœur de ce lien social qui fait sens collectivement. C'est-à-dire que c'est souvent un prétexte pour se retrouver ensemble et donner du sens un petit peu au collectif. Donc, je voulais juste resituer un petit peu ces questions-là aussi, parce qu'on ne peut pas faire comme si le poids économique de la culture n'existait pas. D'ailleurs, Salima, vous l'avez rappelé, mais il y a aussi l'impact, la précarisation. La précarisation, elle est maintenant, mais on va aussi le voir dans les mois à venir. Donc là aussi, si on veut parler de diversité culturelle, si on veut parler de droits culturels dans les mois à venir, il faut aussi qu'on parle de cette question, de cette précarisation et de la question économique tout simplement, parce qu'effectivement, ça peut remettre en cause cette diversité culturelle qui, je crois, nous anime les uns et les autres. Je vais donner la parole à Liana et ensuite à Salima de nouveau. On me parle aussi de l'architecture sur le webinaire, qui est une expression artistique d'une certaine manière et qui contribue au demeurant à l'écologie, qui est un sujet que tout le monde prend à bras le corps aujourd'hui. Là aussi, évidemment, pendant quelques mois, l'impact sur tout ce qui tourne autour de la construction et de l'architecture a été fort, mais c'est un commentaire que je fais en passant par rapport à ce que je vois écrit. J'entendais en fait, je suis utile et c'est très joli. Moi j'ai envie presque de dire vive l'inutilité. Je me suis fait cette réflexion en fait quand on était, vous savez, confinés chez nous et on nous a dit vous ne pouvez plus faire que ce qui est absolument indispensable à la survie, à savoir vous alimenter et revenir, marcher un petit peu pour pas devenir complètement dingue. Et on s'est tous rendu compte en fait, du caractère totalement indispensable de l'inutilité. Et notamment de tout ce qui… Alors, je joue sur les mots, mais cet éloge de l'inutilité. Et on a vu effectivement combien ça s'est déformé, ça s'est développé dans… Et pas seulement d'ailleurs en tant que consommateur, mais en tant qu'expression personnelle. Donc, je crois que toute cette énergie qui s'est déployée, à nous, non seulement de venir en aide à ces secteurs en danger, mais aussi, je dirais que dans toute crise, il y a toujours une opportunité. Je crois qu'il y a une vraie opportunité aussi pour le monde culturel, au contraire, et nous, en tant que responsables politiques, de se dire, cette période, elle nous a montré combien c'était important, en fait, de développer, et encore plus, tout ce secteur-là. Vous avez eu raison, et je crois que c'est aussi sous cet angle qu'on doit défendre la culture. C'est un vrai secteur
économique. Hein. On rappelle les chiffres, c'est 500 milliards de PIB européen, 12 millions d'emplois à plein temps, avec perte annoncée à 80% au second semestre de 2020, 7,5% de la main-d'œuvre de l'Union européenne. Donc c'est énorme. Et il faut aussi en parler en termes économiques pour être pris au sérieux. Et j'ajouterais en fait qu'il y a vraiment la notion qui est une des forces de l'Europe, c'est les meilleures pratiques. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette en place aussi des instruments encore plus performants pour savoir ce que font les différents pays. Il faut rendre hommage à l'Allemagne qui a débloqué 80 milliards pour le monde artistique. C'est énorme. Après, il faut voir ce qui est comparable. La France est toujours est quand même considérée comme plutôt un pays protecteur de ses artistes. Mais je crois qu'il faut... Je vous donne un exemple, hein, puisqu'on a parlé de cinéma tout à l'heure. Il y a un fonds de soutien pour compenser les pertes des arrêts forcés de tournage qui a été débloqué en France à hauteur de 50 millions d'euros. Et on est en négociation avec la Commission. Il y a une négociation pour que ce soit généralisé à l'ensemble des pays européens. Je donne un exemple où la France là, est à l'initiative, mais il y a dans tous les pays européens des initiatives qui sont prises pour le monde culturel. Et je crois qu'il faut qu'on prenne l'habitude de beaucoup mieux communiquer sur ce qui est fait, ce qui est bien fait et qui peut être généralisé et mutualisé, et ensuite faire en sorte qu'on ait les moyens pour soutenir ces bonnes. Partis politiques s'assurent que l'éducation culturelle au sens large soit une priorité au sein même de l'éducation nationale pour notre pays, mais dans les autres pays aussi. Alors qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est une portion congrue et que ce sujet-là a tendance à ne pas être considéré comme important au sein des établissements scolaires. Et il ne s'agit pas là de la responsabilité des chefs d'établissement, mais de décision des États. Salima. Juste pour finir, l'assouplissement des règles d'éligibilité à Europe créative. Alors, probablement que Salima va peut-être en dire plus. Ok, merci. Salima. Alors, pour l'éducation à la culture, je suis du coup bien placée puisque j'ai été enseignante et vous avez raison. Hein. La place qui est donnée à la culture et surtout ce qu'elle peut apporter dans la construction du citoyen, de l'être humain, n'est pas mise en valeur. Et quand on a une classe avec des programmes très chargés, on sait bien que l'éducation artistique est souvent un peu relayée en fin de journée, là où les enfants sont le moins disponibles, et font les frais d'une journée bien remplie où on n'a pas pu finir la grammaire, les mathématiques et tout ça, et finalement ça passe souvent à la trappe. C'est une réalité que je pose sans montrer du doigt qui que ce soit, mais en tout cas c'est la réalité de la classe, en tout cas en France, et de la place de la culture dans l'éducation. Donc, je suis complètement d'accord. Ensuite, il y a le droit qui a été évoqué, le droit à la culture. Moi, j'ai grandi dans des quartiers défavorisés du 93, hein, du département de Seine-Saint-Denis, et je peux vous dire que ce manque de culture maintenant, c'est un poids qui est très lourd. Je sais bien que même si il y a eu une espèce de hiérarchisation aussi de la culture, qui fait que la culture que j'ai eue n'est pas reconnue comme une culture, mais voilà, il y a un gros travail. Pardon ? On est dans le droit culturel là, quand vous évoquez ça. Voilà, on est droit au culturel, exactement. Donc, je suis en train de travailler en fait pour présenter un travail de fond justement sur l'adaptation d'un projet culturel global au territoire. Je crois que notre institution culturelle est encore très jacobine et une autre voie est possible, une volonté aux cultures régionales et minoritaires. Je pense que les envies doivent venir des artistes et les besoins des territoires. Je pense qu'il est important, et là, je vais faire un lien avec l'appel à projet. Je crois qu'il est peut-être possible de réfléchir à la suppression justement de ces appels à projet pour revenir à une notion de subvention. Donc, ce serait des projets qui appellent.
qui appelle de l'aide, qui appelle de la confiance, de la puissance publique. Parce qu'il y a, je crois, un auditeur qui a dit qu'il faudrait faciliter l'accès au projet. Effectivement, on l'a vu beaucoup dans tous les programmes, hein. Erasmus, c'est le même enfin, les financements sont tous utilisés. Donc, et beaucoup de projets n'en obtiennent pas. Donc, on pourrait se dire faciliter l'accès, par exemple pour Erasmus, parce qu'on sait qu'il y a des financements qui ne sont pas utilisés. Donc, il faudrait faciliter pour l'inclusion, etc. Mais là, ça n'est pas le cas. Tout est utilisé. Donc, en facilitant l'accès, on va juste créer plus de personnes ou de groupements frustrés, parce qu'ils ne pourront pas avoir d'argent pour leur projet. Et il faut aussi rappeler, je crois qu'on ne l'a pas rappelé depuis tout à l'heure, que la culture au niveau européen n'est qu'une compétence d'appui. Mais effectivement, il y a chasse gardée sur ces compétences, et il est de la responsabilité, en tout cas une plus grande responsabilité de chaque État de valoriser la culture par des financements qui soient proportionnels déjà au poids économique. Je pense que ce serait déjà important. Bien, je vous remercie. Il y a maintenant un peu plus d'1h15 que nous avons commencé cette conférence. Oui, l'air de rien, le temps passe vite. Et ce que je vous propose, c'est que chacun d'entre vous fasse une conclusion d'une certaine manière. Mériterait des heures et des heures de réflexion, mais on sait bien qu'en webinaire, il est compliqué d'aller au-delà d'1h30, et c'est ce que nous aurons fait quand chacun aura fait sa conclusion. Évidemment, si le sujet appelle d'autres webinaires, nous le ferons avec plaisir. Donc, on va commencer par les hommes cette fois et on finira par nos 2 députés, puisque c'est vous qui êtes aux manettes au Parlement européen pour faire bouger les choses. Jean-Jacques, la parole t'appartient. Tu as 3 minutes si tu veux pour finir de commenter cette soirée et ses enjeux. Non, alors moi je vais faire très très court. Je pense que le webinaire de ce soir prouve qu'il faut travailler ensemble, coopérons ensemble, croisons nos expériences. Je crois que c'est ça qui est important. Comment on peut nourrir le travail des députés avec nos réflexions de terrain. Jean-Claude parlait de proximité culturelle, moi j'ai parlé de droit culturel. Comment on peut nourrir ça, parce que nous sommes un certain nombre de praticiens de la culture, entre guillemets. Nous vivons au quotidien sur des territoires avec des gens, avec des artistes. Et je crois que c'est ça aussi qui, à un moment donné, peut donner du sens. Moi, vous savez, le sens, c'est une très jolie définition du mot sens. Le sens, c'est la direction. Le sens, c'est la sensibilité que nous mettons. Et la compréhension du monde est essentielle à travers la culture. Et je crois que c'est ça aussi qui est important aussi, peut-être pour avoir une note positive, parce qu'on vient quand même de traverser 3-4 mois difficiles, et ceux qui suivent sont un peu complexes aussi pour les acteurs culturels que nous sommes. Donc voilà, mettons du sens en tous les cas, mettons du sens. Merci Jacques. Donc, mesdames les députés, vous avez bien entendu le message. Jean-Jacques, entre autres, est ouvert à des discussions avec vous, si vous le souhaitez, au-delà de ce webinaire, pour parler morceau du sujet, probablement. Jean-Claude, mets ton micro, s'il te plaît. Pardon. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Jacques, ce qu'il vient de dire. Hein. Effectivement, la culture, le théâtre, le cinéma, le dessin, tout ce que vous voulez, c'est une fenêtre qui s'ouvre sur le monde, et il faut impérativement ne pas fermer cette fenêtre. Alors, j'ai tout à fait confiance, voyez-vous, ils ont bien saisi, en tout cas on leur a assez répété, hein, de cette proximité, tout cela. Ils ont bien saisi cela. Et sachez que je vous fais toute confiance pour que vous alliez défendre tout cela, cette petite fenêtre qui s'ouvre sur le monde, et que nous en sommes les porteurs, comment elle s'appelle,
notre amie Agnès Varda parlait des montreurs d'images. Voilà, j'aimerais que vous nous souteniez là-dessus. Mais j'ai confiance en vous. Bien évidemment, nous contrôlerons si c'est suivi des faits. Liana, si vous voulez prendre la parole pour conclure à votre manière, et ensuite Salima. Oui, Salima a commencé tout à l'heure par une citation qui est probablement apocryphe, dont on ne connaît pas bien l'authenticité, mais parfois les citations apocryphes, elles sont encore plus justes parce que justement, on en avait tellement besoin qu'on les a inventées. Et moi, j'ai envie de conclure par une autre qui est probablement aussi apocryphe. Que dans son entourage, on lui avait dit, vous savez, on pourrait mobiliser le budget culture pour financer l'effort de guerre. Et Churchill leur a répondu, mais alors pourquoi on se battrait? Et ça, je trouve ça magnifique. Je pense que bon, c'est triste d'évoquer l'Angleterre qui vient de nous quitter dans le cadre de l'Union européenne, mais c'est évident que tout projet européen a la culture à son cœur, et je pense qu'on ne doit pas l'oublier. Alors moi, j'ai envie de vous donner un rendez-vous. J'ai tout à fait reçu votre appel à travailler ensemble. Moi, la conception que j'ai et qui se construirait, on est à un moment de refondation. Il y a un rendez-vous qui est donné, qui est celui de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et dans ce cadre-là, il va y avoir vraiment un travail avec les citoyens. Et à ce moment-là, on pourra revenir vers vous. Et je crois que c'est là, notamment, on va se battre avant, on s'est déjà battu, on va continuer. Mais je pense que là, il faut vraiment qu'à ce moment-là, la voix des citoyens, et là on comptera sur vous, se fasse entendre pour dire qu'il n'est pas de notre projet. Donc je crois que c'est vrai, c'est une compétence d'appui, donc on ne peut pas, et je crois que on ne peut pas considérer, je voyais un internaute qui demandait est-ce qu'on peut avoir un nombre d'heures minimum consacré à la culture européenne. On ne va pas pouvoir être aussi directif, mais je crois qu'on peut avoir des objectifs communs. On peut avoir des objectifs qui correspondent à notre identité, à notre ambition européenne, de mieux connaître l'histoire de l'Europe, de mieux connaître l'histoire des différents États membres, de mieux connaître la culture que nous avons en cadre du Conseil de l'Europe. Je crois qu'on peut aussi imaginer un observatoire de la culture européenne et de sa transmission, qui pourrait, sans être directif, parce que c'est toujours cette subtilité dans l'Union européenne de respecter à la fois cette diversité, mais d'être unis par cet objectif commun. On est dans un moment comme ça, et je vous donne rendez-vous pour que, avec nous, vous puissiez porter ces sujets culturels et éducatifs. Je n'ai pas parlé d'éducation, vous savez que c'est ma passion, donc je reviendrai volontiers vous en parler, parce que culture et éducation sont absolument liés. Et d'ailleurs, le Conseil européen, le 23 mai, a souligné cette importance de la culture et de l'éducation et du lien entre eux. Donc, ayons bon espoir. Je partage avec vous cette inquiétude, Salima, mais je crois que nous devons continuer à nous battre et à y croire. Et si les citoyens le veulent, alors cela devra advenir. Merci, Liana. Échangerons quelques minutes. Effectivement, merci. Donc moi, je vais vous faire quelques petites propositions auxquelles nous avons réfléchi, des propositions à court terme dans un premier temps, et je serais ravie de venir vous voir, puisque le déconfinement nous le permet aujourd'hui, pour en discuter et pour essayer de les développer plus si elles vous semblent pertinentes. Donc des propositions à court terme, déjà pour cette année blanche, et puis les droits sociaux des propositions concrètes de l'année blanche qui doit anticiper les résonances du Covid sur l'économie de la culture pendant au moins les 24 prochains mois. Tout à l'heure, j'avais parlé de survivance, donc là, on est vraiment dans ce cadre-là. Ensuite, un autre monde qui peut être réinventé, je pense que c'est possible. Repenser rapidement la place de l'art et du spectacle dans la société, et ça passe aussi par l'éducation. Et puis commencer une réelle mutation
de nombreuses fois, mais pour un sujet qui est conséquent et qui a une importance primordiale pour l'avenir de l'Europe. Des propositions à moyen terme pour panser les plaies, parce qu'il faut aussi y penser. Donc, un travail sur des conditionnalités, l'égalité hommes-femmes, etc., qui passe aussi par l'éducation. Mais la culture en est un vecteur important. Les droits culturels, on en a peut-être suffisamment parlé, je ne vais peut-être pas parler tout à l'heure des travailleurs du secteur culturel. Donc, moi, la proposition que je ferais peut-être, ce serait un revenu de base comme moyen d'émancipation, parce que je pense que si l'emploi est décorrélé du travail, beaucoup de personnes se tourneront vers l'art et les cultures comme source d'émancipation, de réflexion et de labeur. Donc, je pense que la question de l'intermittence du spectacle ouverte à tout le monde permettra que chaque personne ce qui a été dit tout à l'heure, une éducation culturelle ambitieuse, donc que ce soit à l'école, mais aussi à l'extérieur, et ce dont on a parlé tout à l'heure, de l'art et des cultures, partout et tout le temps. Pour finir, par rapport aux travailleurs du secteur culturel, dès le mois de mars, on a mis en ligne une pétition qui s'appelle Save Europe Culture, que vous pouvez aller signer, justement, qui donnait la part belle à une à moyen terme pour venir vous voir et discuter de toutes ces propositions. Merci à tous les auditeurs. Eh bien, merci Salima, merci Diana pour votre participation, merci Jean-Jacques pour ta participation, merci Jean-Claude aussi, merci à tous ceux qui nous ont suivis au cours de ce webinaire. Nous avons essayé de couvrir à peu près l'ensemble des questions par thème telles qu'elles avaient été posées. J'espère que vous en aurez été satisfaits. Ne manqueront pas de vous ou de nous répondre et nous transmettrons en tout cas ces éléments. Donc, je souhaite une bonne soirée à tout le monde. C'était un bon moment. Et j'étais heureux ce soir d'accueillir 2 femmes députées. La dernière fois, nous avions 3 hommes. Nous rééquilibrons un peu les choses. Voilà. Merci infiniment et à très bientôt. Au revoir. Merci à tout le monde pour votre attention et votre invitation. À bientôt.